bon, OK, parfait, tu veux essayer la non-monogamie, OK, mais qui es-tu? Que veux-tu accomplir? C'est quoi tes Mhm. intentions? Ben, c'est un peu comme aller dans un buffet, tu sais, où est-ce que tu peux manger à volonté. Mais qu'est-ce que tu veux manger vraiment? Puis, tu sais, tu as juste un estomac. Tu ne peux pas manger l'infini. De la même façon, dans la monogamie éthique ou dans le polyamour, les gens n'ont pas infini temps, n'ont pas infini ressources, là. Donc, c'est aussi, là, je pense, là, pour ne pas se perdre, le point de référence, puis ta boussole, c'est qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Salut à tous, je suis Jacinthe Marion, sexologue. C'est un vrai plaisir de vous recevoir sur le podcast d'Aide Sextive, Plaisir partagé. En solo ou avec mes invités, j'aborde la sexologie de manière accessible et sous tous ses angles. Je vous le dis, la sexo, ça va bien au-delà des draps. À travers les expériences et les connaissances de mes invités et vos questions, j'espère briser le tabou, déconstruire les mythes et vous guider vers votre propre épanouissement. Aux couleurs d'être sextive, je vous promets des jasettes positives, assertives et inclusives. Des jasettes sextives, quoi. Évidemment, tout ça dans le plaisir. Le fameux « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Vous l'avez entendu, ce discours-là, je suis certaine, deux personnes qui s'aiment et qui se désirent que l'un l'autre pour toute leur vie, qui ne vont jamais regarder une tierce personne, ni flirter avec un inconnu dans un bar, ni s'imaginer ce que ça pourrait être que d'être avec une autre personne ou développer des sentiments pour une autre personne que leur partenaire. Les monogames, les vrais de vrais. Ben aujourd'hui, c'est pas d'eux que nous allons parler. Et non, aujourd'hui, on vous jase de non-monogamie éthique. Et pour ce faire, j'ai choisi d'inviter un sexologue qui a pas mal de connaissances, en fait, sur le sujet. Et j'ai nommé Yannick Laterreur. Salut, Yannick. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Good, good. Écoute, comme je fais avec tous mes invités, je propose que tu mettes la table un peu juste en te présentant rapidos, nous parlant un petit peu de toi, Yannick le sexologue. Yannick le sexologue. Ben, Yannick le sexologue n'existe pas depuis très longtemps. J'ai eu une carrière en informatique là, auparavant. Donc, retour aux études en pleine pandémie, c'est quelque chose. Donc, je pratique là, présentement depuis environ 1 an et demi à titre de sexologue. Dans le fond, je fais des rencontres en individuel, mais aussi en couple. J'ai quelques sujets là, de prédilection, dont, entre autres, la non-monogamie. Mais tu sais, on couvre évidemment dans notre métier là, toutes sortes de situations qui arrivent. Mais pour ce qui est, c'est ça, des couples, ben, tu sais, souvent, c'est disparité de désir. Donc, c'est quelque chose que je travaille souvent. Et pour l'individuel, mais dysfonction érectile est aussi là, quelque chose qui revient beaucoup. Fait que c'est beaucoup ce qui m'occupe en ce moment. Donc, j'imagine que dans ta pratique, tu reçois quand même des couples qui, ou des personnes en individuel qui pratiquent là, la non-monogamie éthique. Oui, ben, des personnes qui pratiquent, donc ça vient avec certains défis. Donc, oui, des fois, d'avoir un peu, ben, une personne là, un peu extérieure qui réussit à comme donner des angles, peut-être que le couple ne voit pas ou la personne en individuel ne voit pas. Mais des personnes viennent nous voir aussi là, tu sais, pour ouvrir leur couple. Donc, le départ un peu de tout ça, certaines personnes aussi composent avec toutes sortes de situations, puis se demandent si justement le couple ouvert serait une option pour eux. Donc, puis c'est sûr qu'on est à une époque où il y a quand même beaucoup d'enseignements là-dessus. Les gens viennent souvent préparés ou ont déjà là, consulté les livres les plus populaires sur le sujet. Mais c'est sûr que d'avoir une personne là, qui les guide là-dedans, dans les pièges communs, là, c'est quand même quelque chose qu'on voit souvent, oui. OK. Écoute, avant qu'on se lance trop loin dans tout ça, je pense que ce serait peut-être bon qu'on se fasse un petit cours 101 de c'est quoi la non-monogamie éthique. Fait que si tu avais à nous décrire ça, tu te lancerais comment? Euh, ben, la non-monogamie éthique, il y a deux choses qui sont quand même particulières avec cette expression-là. La première est le mot non-monogamie. Tu sais, ça me fait un peu penser à la communication non violente. Là. D'ailleurs, Ouais. certaines personnes préfèrent parler de communication consciente. C'est sûr que de définir quelque chose par rapport à son opposé, c'est un peu étrange. Fait qu'on peut peut-être aussi dire d'emblée que c'est tout ce qui n'est pas de la monogamie. Ouais. Fait Ouais. que des gens partant. Puis là, encore là, tu sais, ce qui est aussi des fois intéressant de creuser, c'est pas la même affaire, la monogamie pour tout le monde, tu sais. Donc, ben c'est ça. C'est, souvent, on s'entend pour dire que c'est tout ce qui est en dehors de l'exclusivité, de l'intimité, de la sexualité. Donc, ça, c'est la non-monogamie. Puis le mot éthique, ben, qui vient aussi là, un peu encadrer le fait que tout ça est dans un consentement, tout ça est dans une bienveillance de prendre soin des gens qui sont impliqués dans tout ça. Fait qu'en fait,
ça vient dire, finalement, le côté éthique de la chose que les deux personnes sont consentantes. Fait que ce que j'entends, c'est que quelqu'un qui trompe sa blonde puis que sa blonde ne le sait pas, on n'appelle pas ça de la non-monogamie éthique, là. Non, absolument. Non, c'est ça. On s'entend tous pour ça, oui, c'est effectivement le cas. Ouais, précision importante, Oui, quand même. non, mais c'est ça, il y a vraiment un souci là, de transparence, de Mhm. construire ce modèle relationnel-là avec les gens qui sont impliqués, absolument. Donc, j'imagine que ça demande vraiment une tonne de communication entre les personnes impliquées, là. Oh, ouais, absolument, c'est nécessaire, là. Il y a tellement, surtout au début, il y a tellement d'ajustements euh, dans les gens qui débutent ce parcours-là. C'est vraiment aussi un parcours expérientiel, tu sais, donc même si on se bâtit une théorie dans notre tête, quand on arrive confronté à la première fois où notre partenaire part de la maison pour aller sur une date, ça peut générer des choses, là, tu sais, donc il y a vraiment un souci aussi d'être continuellement en communication au fur et à mesure que tout ça se déroule, euh, pour comprendre comment tout le monde se sent, comment on peut réajuster les choses aux besoins et tout. Mhm. Tu as parlé tantôt au niveau de la monogamie, c'est pas tout le monde qui a la même définition de la monogamie. Puis je trouve ça intéressant, ce point-là, dans le sens où, tu sais, je veux dire, on parle juste avec, tu sais, une tonne de clients dans une journée. Tu sais, même quand on parle avec nos amis, ces choses-là, c'est pas tout le monde qui a la même définition de ce que ça veut dire, dans le sens où, pour certaines personnes, ton partenaire croise quelqu'un au bar, ça peut être très acceptable s'il se passe rien, alors que pour d'autres, ça passe pas. Il y a des gens que tu peux même pas avoir, par exemple, une amitié, tu sais, mettons, où tu vas Mhm. faire des activités avec quelqu'un, disons que tu es dans un couple hétérosexuel, ben, ta blonde n'a pas le droit d'aller faire des activités toute seule avec un autre gars, mettons, tu sais. Fait Mhm. que la monogamie, ça peut être comme très, très strict pour certaines personnes. Bon, là, il pourrait avoir une toute autre conversation sur Absolument. est-ce que c'est vraiment très sain de contrôler les amitiés de son ou sa partenaire? Ce sera une autre C'est ça. discussion. Il y a les insécurités des gens, à un moment donné, c'est ça, à quel point tout ça est effectivement. Oui, oui. Mais en même temps, j'imagine que dans la non-monogamie éthique, il y a probablement une tonne de définitions différentes qui existent, dans le sens où il y a une tonne de modèles relationnels différents. Oui, oui et non. Ben, de ce que moi j'en sais, là, c'est sûr que on est dans la non-monogamie éthique avec l'idée qu'on peut construire un modèle relationnel sur mesure. Mhm. Ce qui est tout à fait la possibilité là, que ça amène. Mais c'est sûr que tu sais, il y a certaines personnes que moi j'ai croisées dans mon parcours de carrière qui sont comme ah ben nous on n'a pas d'étiquette puis on go with the flow et tout. Mais c'est vraiment aidant d'avoir quand même là, des définitions communes par rapport à la non-monogamie éthique, notamment tu sais, par exemple le polyamour ou l'échangisme ou tu sais, tout ce que ça inclut. Ces termes-là ont quand même une certaine valeur de quand tu interagis avec d'autres personnes d'avoir un point de repère de, tu sais, on parle-tu à peu près la même affaire, là? Mais Mhm. encore là, tu sais, beaucoup de termes peuvent être avec une définition propre là, pour chaque personne, là. C'est souvent un peu le jeu de justement quand des gens négocient à savoir si la personne correspond à leur modèle dans la non-monogamie, ben exactement comment toi tu le vis et tout ça. Donc, Ouais, fait qu'il y a quand même des certaines définitions, disons, préétablies, ou en tout cas où on peut savoir à peu près ce que ça veut il y a des dire. Tu sais. consensus, là, Ouais, absolument. c'est ça. Fait que, disons qu'on en prenait quelques-uns peut-être, puis qu'on les déconstruisait ou qu'on expliquait un peu. Tu sais, bon, j'ai envie de nommer le polyamour. Partons peut-être avec ça, tu sais. Qu'est-ce que c'est, le polyamour? Mais le polyamour, à la base, là, c'est vraiment juste le fait de pouvoir aimer plusieurs personnes à la fois. Puis, tu sais, rendu là, ben, on sait quoi l'amour, justement. Puis, Mm. c'est aussi la non-monogamie, je crois, est une belle opportunité, justement, de déconstruire, ben, c'est quoi les relations, c'est quoi l'intimité, c'est quoi l'amour. Donc, à la base, le polyamour, c'est vraiment aussi simple que ça. C'est juste la possibilité d'être dans un modèle relationnel où il peut y avoir de l'intimité là, avec plusieurs personnes. Mhm. Plusieurs personnes, c'est ça, tu sais, peut-être pas au même moment, dans le sens où dans la même pièce, mais au même moment dans ta vie, tu sais, Exact. disons. D'entretenir Ouais. plusieurs relations là, en même temps, effectivement, où il y a une certaine forme d'amour, d'intimité. Mhm. Puis je trouve ça intéressant parce que, tu sais, bon, il y a des gens qui diront, ben, tu peux pas aimer plus qu'une personne en même temps, voyons, tu sais. Mais moi, souvent, ce que je réponds à ces personnes-là, tu sais, qui viennent me voir, disons, puis qui ont besoin de déconstruire ça un petit peu, c'est cette espèce d'idée-là, mais tu arrives à aimer plusieurs personnes dans ta vie, tu sais.
Mhm. Tu as eu Absolument. peut-être plusieurs partenaires dans ta vie, pas en même temps, un après l'autre, mais que tu as aimé, de qui tu as été amoureux. Donc, clairement, tu as la capacité d'aimer plus d'une personne. Après ça, si tu décides de les aimer en même temps ou pas, ben là, ça peut être selon Oui. chaque personne, tu sais. Mhm. Il y a absolument un travail de déconstruction. Là, quand on lit, là, par exemple, tu sais, des documents, par exemple, des articles scientifiques sur le sujet, souvent, on va parler là, qu'il y a une mononormativité. Donc, on vit dans une société où, d'emblée, on assume que les gens sont monogames. Là, tu sais. Mhm. Donc, nécessairement, on est socialisé, on a un bagage culturel qu'on a intégré qui nous ramène toujours à cette idée-là, là, justement, comme un peu t'as nommé en début de podcast, là, de l'amour pour toujours, le prince, la princesse charmante, puis on a des Ouais. enfants, puis on a un château, un barbecue, 2 chats, un chien. Mais tu sais, tout ça est potentiellement une opportunité de déconstruire là, dans la monogamie, de se réajuster à qu'est-ce qu'on veut dire justement par amour, qu'est-ce qu'on veut dire par relation. Mhm. Ouais, puis tu sais, on se retrouve pas autour d'un barbecue entre amis l'été à se dire je me demande qui autour de la table est non monogame. on prend, on prend Peut-être, pour. Oui, mais peut-être, mais je veux dire, souvent, on prend pour acquis que oui, les oui, gens sont absolument. monogames jusqu'à preuve du contraire. Tu sais. Oui, oui, tout à fait. Un peu comme on fait avec l'hétérosexualité. Ah, Tu sais. absolument, c'est ça. Il en Mhm. existe plusieurs là, normativités là, dans notre société, mais la monogamie en fait partie, absolument. Mhm. Donc, revenons. On a défini le polyamour. On a parlé de couple ouvert aussi tantôt. Euh, donc, il y a une distinction à faire quand même, disons, entre couple ouvert, polyamour. Où on pourrait mettre ces distinctions-là? Mais dans le fond, souvent, les gens qui vont ouvrir leur couple, une des craintes qu'ils ont, c'est, bon, souvent, l'ouverture du couple, dans ce que les gens entendent, euh, c'est une non-exclusivité sexuelle, mais ils veulent conserver dans leur relation une exclusivité au niveau de l'amour. Mhm. Donc, c'est sûr que on vit tous ça différemment, la sexualité humaine. Pour certaines personnes, vraiment, il y a une très grande distinction entre sexualité puis amour ou intimité. C'est deux choses bien distinctes. Pour d'autres personnes, ça l'est moins. Puis les couples ouverts sont confrontés souvent à cette idée-là de tu as le droit d'aller voir ailleurs, mais tombe pas en amour ou tu sais, comme tu n'as pas le Mhm. droit de trop d'intimité. Euh, donc, je pense que c'est la principale distinction que je ferai entre les deux. Le couple ouvert, typiquement, il va avoir non-exclusivité au niveau de la sexualité, mais pas nécessairement au niveau de l'intimité. Là. Ben, rendu là, si c'est non-exclusif, dans l'intimité, l'amour, ça devient du polyamour. Ouais, c'est ça. C'est vraiment cette notion-là d'amour puis d'entretenir une relation avec quelqu'un où il y a une espèce de réciprocité au niveau de l'intimité, de l'émotion, Exact. etc. Là. Ouais, ouais. Mais ça amène quand même, veut pas, un certain lot de. Dans le couple ouvert où il faut faire peut-être un peu plus attention, tu sais, justement, à ne pas transgresser cette ligne-là. Tu sais, il y a une espèce de Ouais. zone grise là, dans laquelle il faut faire attention. Puis c'est souvent ça qui est un défi chez les couples qui vont pratiquer tu sais, le couple ouvert. Là. Oui, absolument. Puis, tu sais, on en revient un peu à cette idée de définir les choses, tu sais, puis d'y aller de façon pragmatique. Vraiment, là, je pense que beaucoup de gens se lancent là-dedans et n'ont pas nécessairement conscience de à quel point, par exemple, tu es en couple ouvert, une exclusivité sexuelle, parfait. Bon, tu as une date, excellent. Mais qu'est-ce qui arrive après? Tu peux-tu continuer d'entretenir, mettons, à distance, à travers des applications, une connexion avec cette personne-là? Est-ce que Mhm. tu as le droit d'embrasser cette personne-là en public? Fait que, tu sais, est-ce qu'il faut cacher ces relations-là de la famille, par exemple, aussi? Donc, tu sais, il y a comme tout je pense, un travail à faire pour les couples qui s'aventurent là-dedans, de vraiment comme bien définir les pratiques, les gestes. Qu'est-ce qui correspond à ça? Non, parce que ça, c'est exclusif à notre relation romantique. Puis, Mm. tu n'as pas le droit de poser tel ou tel geste, par exemple. Oui, c'est ça. Tu sais, ça doit être encadré, puis il doit y avoir des règles autour de ça. Tu sais, moi, je me rappelle de gens qui avaient une relation de type couple ouvert, tu sais, qui m'avaient dit, par exemple, ben nous, à l'extérieur de notre couple, on ne peut pas embrasser. Parce que pour nous, embrasser, c'est un geste qui est très, très Mhm. intime, qui est synonyme d'amour, etc. Donc, on peut avoir n'importe quelle autre pratique intime ou sexuelle, disons, mais cette pratique-là, c'est une limite. Tu sais. Donc, chaque couple doit établir, en fait, ses propres limites. Oui, absolument. Euh, il y a des couples qui ne feront pas ce travail-là. Ils vont prendre un raccourci Mhm. dans ce qu'on appelle là, le don't ask, don't tell, donc en bon français.
dis-moi-les pas. Fait que dans le fond, ils vont dire, par exemple, évidemment, là, à leur horaire, moi, je pars pour la soirée, mais il n'y aura pas de questions posées sur justement qui t'a été voir, qu'est-ce que tu as fait et tout. Ça a l'avantage, puis beaucoup de personnes qui s'aventurent dans le couple ouvert vont opter pour cette option-là parce que c'est l'option la moins confrontante. Elle demande peu de Ouais. travail. J'ai le goût de dire ce que je sais pas fait pas mal. Oui, C'est c'est cette beaucoup expression-là qu'on exact. entend, là. C'est beaucoup ce que les gens pensent a priori, Mhm. mais mais il y a une pogne. Le piège, c'est que souvent, les gens qui sont moindrement anxieux par rapport à laisser leur partenaire partir en date, par exemple, vont des fois s'imaginer le pire. Et Mhm. ça peut vite se revirer contre eux. Donc là, ils vont poser des questions, on veut pas, malgré eux. Ouais. Puis là, bon, ben, c'est quoi la limite de jusqu'où tu poses des questions? Qu'est-ce qui est sain de se dire, de savoir? Puis là, à un moment donné, tu finis des fois par tomber dans l'abysse de l'anxiété là, dans ces conversations-là parce que ça peut déclencher des émotions aussi négatives, là, difficiles, par exemple, dans le couple. Donc, c'est ça, une lame à double tranchant. Il y a des personnes pour qui ça fonctionne très, très bien. Mais il y a d'autres personnes pour qui ça fonctionne juste moins bien. Donc, effectivement, ce plan-là de établir en quoi ça consiste, le couple ouvert pour nous, par exemple, puis d'établir les gestes qui sont permis ou pas permis, ça peut vraiment aider à mettre un cadre où tu le sais quoi faire ou quoi pas faire. Donc, encore là, tu peux t'en tenir à justement cette idée-là de fidélité aussi, en quelque part dans la non-monogamie, qui est respecter les ententes relationnelles, en fait. Mhm. J'ai l'impression qu'il y a quand même un certain nombre de discussions, de limites, de règles qui sont mises aussi dans un contexte de polyamour, pas juste dans un contexte de couple ouvert, Oui, là. absolument. Oui, puis, ben, tu sais, comme par exemple, une des règles très communes dans le polyamour, par exemple, c'est au niveau de la santé sexuelle. Mhm. Donc, comment est-ce qu'on gère ça, les méthodes de contraception, les méthodes barrières, avec qui, tu sais, puis il y a certaines limites là, qui sont souvent établies, soit dans un couple, ou soit même dans un polycule. Tu sais, il y a plusieurs de ces ententes-là là, qui peuvent impliquer plusieurs personnes aussi là, dans ces cadres-là. Mhm. Là, tu as nommé le mot polycule, puis j'entends probablement plein de personnes faire comme quoi? Qu'est-ce que c'est un polycule? Ben, simplement dit, c'est toutes les personnes qui sont impliquées de près ou de loin euh, dans ce tissage-là de relations. Donc, par Mhm. exemple, si une personne est en relation avec une personne qui est elle-même en relation avec une autre personne, ben, on peut dire qu'ils font partie, par exemple, du même polycule. OK. Donc, c'est vraiment finalement, c'est ton cercle relationnel, en fait, là. Ouais, une espèce de toile, là, Ouais. effectivement. Mhm. Donc, dans, dans, dans le couple ouvert, j'entends que sexualité, hein, pas d'intimité. Au niveau du polyamour, il peut y avoir un peu des deux. C'est-à-dire qu'il peut y avoir certains partenaires avec qui il va y avoir une connexion émotionnelle, amoureuse, mais il peut aussi y avoir, dans certains cas, des partenaires avec qui il n'y aura pas nécessairement ce type de connexion-là, puis ça peut potentiellement être que de la sexualité ou en tout cas, tu sais, ce qu'on appelle des fuck friends ou des trucs comme ça, là. Mhm. Oui, absolument. Ben, tu sais, dans ce cadre-là, justement, vu qu'il n'y a plus la limite au niveau de l'intimité, donc on parle de non-exclusivité, tu sais, Mhm. intimité et sexuelle, effectivement, mais à ce moment-là, toutes les options sont possibles. Puis c'est pas rare aussi qu'on voit dans, par exemple, les communautés queer, tu sais, le polyamour qui se présente sous forme de, ben écoute, moi, ça, c'est ma partenaire romantique platonique, tu sais, puis dans le fond, c'est aussi, ça ouvre un éventail d'options pour les personnes qui sont, par exemple, euh, avec tu sais, un très grand niveau de désir ou comme un très faible niveau de désir, mais dans le fond, tu peux établir les relations que tu veux qui correspondent aussi à ce que toi, tu veux en tant que personne. Donc, c'est sûr que ce travail-là aussi se fait un peu en amont. Là. Bon, OK, parfait. Tu veux essayer la non-monogamie, OK, mais qui es-tu? Que veux-tu accomplir? C'est quoi tes Mhm. intentions? Ben, c'est un peu comme aller dans un buffet tu sais, où est-ce que tu peux manger à volonté. Mais qu'est-ce que tu veux manger vraiment? Puis tu sais, tu as juste un estomac. Tu ne peux pas manger l'infini. De la même façon, dans la monogamie éthique ou dans le polyamour, les gens n'ont pas infini de temps, n'ont pas infini de ressources. Là. Donc, c'est aussi, là, je pense, là, pour ne pas se perdre, le point de référence, puis ta boussole, c'est qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Mhm. Puis pourquoi les gens veulent s'aventurer dans la non-monogamie éthique de manière générale? Il y a vraiment plein de Mhm. raisons. Euh, Par exemple, on voit des couples qui sont ensemble depuis, mettons, 15-20 ans. Euh, Puis là, bien évidemment, ils en entendent parler de près ou de loin, puis ils sont comme Ah,
ben, tu sais, ça serait le fun de peut-être Mhm. comme aller voir ailleurs, tu sais, découvrir autre chose. Fait qu'il y a cette curiosité-là au niveau de la sexualité ou de juste rencontrer d'autres personnes qui est souvent évoquée là, comme étant un moteur de motivation Mhm. pour la non-monogamie éthique. Sinon, ça peut être... beaucoup de personnes vont aussi rentrer dans tout ça de façon un peu par hasard, on peut dire. Mettons un exemple bien classique, là, c'est j'ai rencontré telle personne, puis finalement, on a passé plein de temps ensemble, puis finalement, après, par exemple, une collègue ou un collègue de travail, quelqu'un que tu fréquentes sur une base régulière, Mhm. peut finir par avoir des affinités qui se créent. Puis ultimement, à un moment donné, une personne finit par se rendre compte, même si elle est déjà dans un couple monogame, eh bien, j'ai des sentiments pour une autre personne. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais? Donc, il y a Mhm. certaines personnes qui vont être initiées à ça de par le fait qu'ils vivent eux-mêmes. Donc, ils n'ont pas cherché ça, mais ça leur est venu. Là. Ils sont tombés dedans. Ils sont tombés dedans. Puis là, ben, c'est ça. Hein, ils se posent plus de questions rendus là parce qu'ils sont comme, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, on laisse Mhm. tout ça aller? Ou est-ce qu'on peut rentrer dans un modèle relationnel où tout ça peut être permis, où il y a un espace qui est créé pour ça? Donc, Ouais. Puis j'aime cette approche-là, tu sais, de dire, bon, souvent quand on entend ce scénario-là que tu as nommé où, tu sais, je suis en couple, ça fait un certain temps, oups, je rencontre quelqu'un d'autre, il y a une affinité qui se crée. Notre esprit, notre esprit mononormatif a tellement tout de suite tendance à aller vers comme, ah, il va y avoir une séparation. Cette personne-là est tombée amoureuse de quelqu'un mhm. d'autre, tu sais. Comme si la seule option possible était ou bien la séparation du couple initial, ou bien le bris de cette nouvelle relation-là qui était Oui, c'est pas ça. vraiment créée encore. Mais il y a une troisième option qui est de poursuivre, en fait, ces deux relations-là, tu sais, puis de créer juste quelque chose de nouveau, puis un nouveau modèle relationnel. Évidemment, si ça convient à tout le monde. Oui, on reste dans le mot éthique. Oui, Donc, oui, oui. il y a un consentement qui est donné, mais effectivement, c'est sûr que je pense le défi de comme entrer dans la non-monogamie éthique par cette porte-là, c'est que souvent, le couple ouvert, notamment, là, l'idée va être apportée par quelqu'un. Mhm. Pas toujours, mais des fois, ça arrive dans ces cas-là, par exemple. Et là, ça crée potentiellement une pression dans le couple parce que là, il y a une personne qui veut ça ou qui se sent prête à ça parce que nécessairement, comme un peu tu mentionnais, son ajustement au niveau de ses affects a déjà été, le chemin est déjà pavé. Tu sais, il y a déjà quelque chose qui a été fait. Ouais, évidemment, si on en parle à notre partenaire, c'est parce qu'on a eu toute une réflexion avant, là. C'est On est ça, rendu là, là. exact. Fait que, tu sais, la personne qui évoque en premier le sujet dans le couple, souvent, effectivement, ce parcours-là, un peu de se poser des questions, de peut-être même Mhm. avoir posé des questions autour, tu sais, dans ton entourage, savoir y a d'autres personnes qui ont vécu ça ou qui vivent ça. Tu sais, se renseigner en écoutant des podcasts, lisant, tu sais, il y a plusieurs livres là, qui sont quand même sur le sujet. Là, on n'est pas. Tu sais, il y a peut-être 20 ans, j'imagine que c'était moins populaire, mais tu sais, si on regarde là, la littérature, les livres qui sont disponibles au grand public depuis les 5 dernières années, c'est vraiment un sujet en émergence. Là, donc, Mhm. beaucoup de gens peuvent se renseigner avant. Donc, c'est sûr que là, tu arrives à ton ou ta partenaire, puis là, tu es comme. La personne qui reçoit ça, elle n'a pas le même niveau de préparation. Non, clairement, clairement. Fait que ça doit donner lieu à des conversations qui peuvent être difficiles, qui peuvent être Mhm. très confrontantes Oui, pour absolument. l'autre partenaire. Oui, oui. Puis, ben, dans le fond, on en revient un peu à ce que tu disais aussi, de comme, après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais? Euh, donc, il y a aussi cette idée-là de comme composer avec le fait que la personne qui reçoit ça, par exemple, ben, n'est pas nécessairement confortable à cette idée-là. Ben là, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire pour les deux personnes, puis dans ce qu'ils vont faire avec leur modèle relationnel et tout. Donc, ça peut amener peut-être des personnes à réaliser qu'il y a certaines incompatibilités au niveau de leurs besoins relationnels. Euh, Puis peut-être pas. Peut-être qu'il y a certaines personnes pour qui ouvrir le couple n'est pas nécessairement une option c'est pas ce qu'ils veulent faire, mais ils voudraient peut-être juste permettre qu'une autre relation en dehors du couple soit possible, par exemple. Mm, OK. Donc, pas l'ouvrir nécessairement tout le temps pour tout le monde, mais spécifiquement pour cette relation-là. Oui, exact. Puis c'est tout à fait quelque chose qui peut être possible, envisageable. Encore là, c'est d'en parler, d'établir les Mhm. paramètres et tout. Mhm. Donc, on a parlé bon, de couples qui peut-être ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, qui ont une espèce de goût, de renouveau, d'aller voir ailleurs, etc., qui pourraient prendre cette décision-là. J'imagine qu'il y a aussi des gens bon, tu as parlé des gens aussi qui tombent dedans par accident. Clairement, il y a des gens qui prennent cette décision-là n'étant pas nécessairement en couple non plus, là. Oui, absolument. Euh,
Ben, je pense que comme beaucoup de choses dans ce qui nous est suggéré d'emblée par la société, là, donc qui fait partie de notre bagage là, socioculturel, il y a des personnes qui vont déconstruire beaucoup de choses. Tu sais. Ils vont se poser des questions sur OK, mais je me suis fait dire que c'était toujours comme ça, mais pourquoi? Puis est-ce que ça me convient? Donc, c'est tout à fait des choses que quelqu'un peut faire là, au niveau de justement le modèle relationnel. Donc, on entend parler de polyamour, puis on fait juste prendre un petit moment tu sais, de vraiment se poser. Puis Mm. moi, je me positionne où par rapport à ça? Ça pourrait-tu me convenir? Puis là, à ce moment-là, effectivement, il y a des personnes qui peuvent. Mais c'est sûr qu'aussi, en étant probablement pas en couple, il y a probablement cet espace-là de réflexion qui est peut-être plus disponible. Parce que la personne n'a pas à entretenir quoi que ce soit. Donc, son focus peut être vraiment mis sur moi, mon désir, qu'est-ce que je veux construire là, pour la prochaine relation, par exemple, que je veux vivre. Mhm. Au même titre où on se poserait des questions par rapport à qu'est-ce que je recherche chez mon ou ma prochaine partenaire. Oui, absolument. On reste encore dans l'idée que le point central de tout ça, c'est Bibi, c'est soi-même. Fait on se pose des bonnes questions avec authenticité. euh, Parce que je pense que la principale barrière, en fait, de se poser ces questions-là, c'est d'outrepasser la résistance de mais je me suis toujours fait dire que c'était ça l'affaire. Puis là, de se dire, mais je déconstruis tout ça. C'est aussi une perte de repère, en quelque part, aussi, de déconstruire tout ça. Donc, c'est un travail là, qui nécessite quand même réflexion. Mais une belle opportunité, effectivement, d'être plus en alignement, probablement, avec qui on est en tant que personne. Mhm, absolument. Tu sais, pour certaines personnes, ça peut être passager. Pour d'autres personnes, ça peut être un mode de vie qu'ils vont adopter, tu sais, ad vitam aeternam. Oui, absolument. Tu sais, moi, je vois tu sais, des couples qui, genre, sont comme, ben, tu sais, ça serait peut-être le fun, quelques fois, tu sais, pour expérimenter. Mhm. Puis peut-être même que certaines personnes le font ensemble, en fait. Tu sais, parce que, je veux dire, on parle de gens qui ouvrent leur couple puis qui ont des relations à l'externe, mais dans certains cas, le couple ouvert, c'est aussi de l'exploration ensemble en tant que couple, tu sais, soit avec Mhm. une autre personne ou avec d'autres couples ou avec plusieurs personnes dans différents contextes, là. Oui, mais dans ces cas-là, précisément, on parle souvent plus d'échangisme, en fait. Mhm. Que ce soit là, dans des établissements qui permettent ces rencontres-là, puis ces opportunités-là. Sinon, ben, ça peut être aussi, il existe quand même plusieurs applications qui sont utilisées par les personnes qui font l'échangisme. Puis dans le fond, recherche spécifiquement des gens qui sont déjà en couple. Puis c'est un couple qui veut vivre des aventures justement au niveau de la sexualité. Puis là, à ce moment-là, ben, les gens connectent ensemble, vraiment comme plus couple à couple, effectivement. Oui, parce que, tu sais, si on décide en tant que couple, justement, qu'on veut ouvrir son couple de cette façon-là ou qu'on veut faire de l'échangisme, on s'entend que c'est peut-être pas quelque chose qu'on annonce au prochain souper avec notre gang de chums. Non! Hey, on est à la recherche de. Oui, il y a cette barrière-là. Puis, dans la monogamie éthique, souvent, une des limites, là, tu sais, on parlait de comme m'en écrire un cadre là, pour pas que ça soit le free for all. Mhm. Mais les gens vont quand même souvent établir que les personnes qui sont proches d'eux sont off-limit, là, Mhm. c'est des intouchables. Ouais. Parce que, bon, mettons que ta partenaire sort avec ta meilleure amie, puis que finalement, ça fonctionne pas bien. Bon, le drama que ça crée, Absolument. potentiellement. Fait que souvent, c'est ça, effectivement, les couples, en tout cas, typiquement, souvent dans l'échangisme, vont chercher des personnes qui sont extérieures à leur réseau tu sais, de proximité, là, des amis, tout ça. Mais tu sais, ça se peut très bien que justement des personnes saisissent des opportunités d'amitié où il y a déjà un peu une vibe flirty Mhm. pour plonger dans cette expérience-là. Mais encore là, tu sais, ça vient avec souvent un peu une conversation sur c'est quoi les attentes, c'est quoi les limites, comment on gère les sentiments de tout le monde. Puis, fait que dans le fond, encore là, l'idée, c'est la communication. On s'en parle. Mhm. Ouais, parce qu'il y a clairement une différence entre dire, bon, ben, je pars toute seule sur mon côté, je m'en vais explorer, partenaire n'est pas là, versus partenaire est dans la même Mhm. pièce, tu sais. Donc, clairement, il y a des discussions différentes à avoir, là. Oui. Puis, une chose que je pourrais rajouter là-dessus, c'est une des notions bien importantes du consentement, c'est un consentement en public, c'est pas valide. Puis une Mhm. des raisons, c'est dans le consentement, on veut là, que ce soit sans pression externe qui nous pousse à dire un oui ou un non. Tu sais. Donc, c'est sûr que si par exemple, on est dans un cadre où c'est de l'échangisme, puis on est dans la chambre à coucher, on est dans le feu de l'action, ta partenaire te demande je peux-tu frencher l'autre personne? Ben, ça devient difficile de dire Mhm. non, je vais être jaloux, jalouse, puis ça va me mettre vraiment inconfortable tu sais, devant les autres personnes. Donc, c'est sûr que toutes ces choses-là, c'est vraiment
plus... c'est important d'en parler avant, en fait, avant d'être dans le fait là, de la chose. Mhm. Il y a vraiment une conversation à avoir au préalable. Tu sais, j'ai le goût de dire qu'on ne décide pas un samedi soir, hey, on ouvre notre couple maintenant, go, on sort puis on se Euh, ramasse quelqu'un. C'est peut-être pas l'idée du siècle, tu sais. Peut-être pas. Je dirais qu'effectivement, c'est cowboy. Mais tu sais, c'est ça aussi. Il y a des personnes qui vont être très tolérantes au risque par rapport à justement les insécurités ou la jalousie. Mhm. D'autres personnes, justement, qui ont peut-être des prédispositions, justement, où ils trouvent ça vraiment plus difficile. Fait que, tu sais, pour certaines personnes, je suis sûr que comme ils étaient déjà sur le bord, ils ont tous déjà le bagage de ça leur dérange pas tant. Puis là, effectivement, tu sais, ils vont entreprendre ça, puis ça va se dérouler quand même, somme toute, très bien. Mhm. D'autres personnes, justement, qui ont d'autres défis, peut-être au niveau insécurité, jalousie, mais ça demande un niveau de préparation, peut-être un plus grand niveau de préparation pour éviter justement les embûches, là, puis les blessures potentielles, là. Mhm. Mais c'est ça, je m'imagine déjà qu'il y a un paquet de gens qui écoutent le podcast et qui se disent, moi, je serais pas capable. C'est sûr que je serais bien trop jalouse. On va se le dire, la jalousie, ça existe dans des contextes de non-monogamie éthique Ah oui, aussi. absolument, là, absolument. Puis tu sais, c'est sûr que tu sais, aussi du fait qu'on est là, des personnes qui sont dans le cadre thérapeutique, tu sais, j'ai le goût de dire, toutes les émotions sont bonnes en tant que Mhm. telles. Tu sais, nous, socialement, tu sais, on se fait dire, bon, la colère, c'est mal. Des fois, la tristesse, c'est mal. La jalousie, c'est mal. Ou bien, des fois, on se fait dire, la jalousie, c'est bien. Ouais. En fait, tu sais, dans les films et tout ça, on voit quasiment que c'est comme adulé, c'est quasiment quelque chose de Oui, souhaitable. absolument. Pour certaines personnes, même, comme de dire, de voir leur partenaire pas être jaloux, fait comme, mais tu m'aimes-tu finalement vraiment? Mhm. Euh, donc, c'est sûr que la jalousie est un sentiment, c'est une émotion. En tant que telle, elle est ni négative ni positive. Absolument. Par contre, c'est un sentiment difficile. Donc, c'est sûr que on n'est pas à l'abri de, si ça nous arrive, ben, d'être en détresse par rapport à ce sentiment-là. Puis Mhm. évidemment, ben, comme toute chose qui est désagréable, tu sais, on veut l'éviter. Fait que, Ouais. des fois, ça nous pousse à avoir des comportements soit de contrôle ou soit d'évitement justement de ces situations-là. Donc, c'est sûr que de pouvoir avoir l'opportunité de dire, juste dire, ça existe la jalousie. Parfait. C'est comme ça que je le vis, c'est comme ça que je le ressens. C'est quoi les contextes, les circonstances qui font que ça devient vraiment challengeant pour moi? Qu'est-ce qu'on peut changer dans les circonstances pour faire en sorte que ça soit plus facile? Mhm. C'est quand même, tu sais, ça fait partie du parcours là, des gens qui sont dans la monogamie. Ouais, puis j'ai le goût de dire, comme n'importe quelle autre émotion aussi, l'idée, c'est de pas juste s'arrêter à l'émotion. C'est de prendre le temps de se pencher sur qu'est-ce que l'émotion m'envoie comme information? Qu'est-ce qu'elle cache comme Oui, besoin exact. derrière? Puis d'être capable de venir verbaliser ce besoin-là après pour l'adresser, puis voir comment on peut le combler, comment on peut euh, remédier à la situation, peu importe là, ce que Mhm. ça nécessite de faire, là. Oui, absolument. Mais tu sais, c'est justement, je pense, une des choses que, comme tu nommais, peut arrêter certaines personnes, hein, c'est l'insécurité ou la jalousie. Mais tu sais, ultimement, on en revient à bon, pourquoi tu devrais ouvrir ton couple? Es-tu obligé ou qu'est-ce que tu t'en vas où avec ça? Tu sais, mais pour les personnes qui veulent vraiment s'aventurer là-dedans, puis parce que ça vient avec un lot d'avantages aussi, là. C'est pas juste les gens font ça pour se compliquer la vie, là, tu sais. Clairement. Euh, Fait que c'est sûr que si tu veux avoir accès aux avantages, ben, effectivement, il y a des fois là, un travail à faire au niveau de la jalousie. Euh, donc, c'est sûr que le niveau de préparation de comment les gens vont aborder leur modèle relationnel va y jouer beaucoup sur comment la jalousie va être gérée. Puis, il y a tout à fait possibilité là, de créer un cadre dans lequel tout le monde est confortable. C'est pas. C'est ça, c'est pas il y a une clôture, là. Les gens disent pas, bon, ben, on est dans le polyamour, fait que go, tout est permis. Tu sais, il y a tout à fait. Gère ta jalousie. C'est ça, exact. Mais non, on peut faire comme, OK, mais il y a certaines circonstances dans lesquelles où il y a des choses que on peut dire, des choses que peut-être il faut éviter de jaser pour pas déclencher justement des sentiments négatifs. Tu sais, à un moment donné, on peut s'interroger sur la pertinence de justement à quel point c'est important de révéler tel ou tel détail. Puis, tu sais, comme telle circonstance, on est obligé d'aller là? Non, ben, pourquoi est-ce on ferait exprès de se mettre les pieds dans les plats finalement? Mhm. Ça vient quand même avec son lot, j'ai le goût de dire, de petites erreurs de parcours. Tu sais. Mhm. On s'enfarge les pieds une fois de temps en temps, puis on fait des petites gaffes, puis tu sais, ça peut arriver qu'on pousse une limite ou tu sais, justement, qu'on n'avait pas discuté de certaines choses à l'avance, puis là, ben, ça arrive. Tu sais. Comme dans Oui. n'importe quelle situation, ça peut arriver.
Moi, j'ai envie de dire, tout est dans le comment on règle ça après. Tu Mhm. sais, ensemble, comment on en discute, comment on passe au travers. Puis, je veux dire, comme comme on en parlait dans l'épisode sur le BDSM, euh, il y a des il y a des red flags de relier à ça, tu sais. Faire une erreur une fois, ça va. Mhm. Faire une erreur de parcours, la même erreur de parcours 3, 4 fois en ligne, le côté éthique de la non-monogamie, là, il est peut-être en train de C'est ça, prendre le bord, là. tout à fait. Mais c'est sûr que quand que les gens établissent un modèle relationnel, donc Mhm. ils vont avoir des ententes. C'est sûr que ces ententes-là sont négociées à deux. Donc, tu sais, tu as un bout de jardin, j'ai un bout de jardin, on décide de faire un jardin commun. Donc ça, tu sais, c'est notre entente, ça nous appartient, c'est quelque chose qu'on a mis en commun ensemble. Mais c'est sûr aussi, ça vient avec l'idée, je pense, de limite. Donc, de dire comme, ben, si toi, tu sais, tu poses tel geste, ben, moi, je vais, pour prendre soin de moi, puis là, évidemment, il y a toute une ligne floue, là, puis il y a certaines personnes peut-être là, qui pourraient tenter d'utiliser des limites pour comme peut-être manipuler. Là, Mhm. bon, on n'est jamais à l'abri de ce genre de comportement-là, mais ultimement, une limite vient vraiment protéger soi. Donc, c'est sûr que comme tu nommes, ben oui, s'il y a des red flags, à un moment donné, ben, OK, la personne, elle a transgressé l'entente telle fois, de telle façon, ben, toi, tu peux aussi prendre les devants puis prendre soin de toi à travers ça, puis avoir un comportement de dire, ben, par exemple, quelque chose que j'ai déjà aussi le croisé dans ma pratique, c'est il y a eu, par exemple, sexualité non protégée. Ben, une limite, ça peut être, ben, je n'aurai pas de sexualité avec toi non protégée tant que tu n'auras pas passé des tests d'ITSS, par exemple. Mhm. Ouais. C'est ça, tu sais, je pense qu'il y a cette notion-là de dire, OK, oui, on pose des limites, mais il faut pas que nos limites soient là, comme tu dis, pour manipuler, pour contrôler, pour Mhm. limiter l'autre personne, tu sais. Exact. Il faut vraiment que ça soit fait dans la bienveillance, en fait, tu sais. Oui, absolument. Ben, c'est ça. Tout est dans l'intention, en fait. Mhm. Oui, absolument. Est-ce qu'il y a des conseils, en fait, qu'on pourrait peut-être donner aux gens qui veulent avoir cette conversation-là, disons, avec un partenaire, de potentiellement vouloir ouvrir le couple ou glisser vers le polyamour ou peu importe? Comment on navigue ces premières conversations-là? C'est sûr que ça dépend beaucoup de l'origine, Mmh. peut-être, de ces conversations-là, un peu comme on a mis tantôt. Là. Le besoin derrière, là. C'est ça, exact. Oui. Puis, mais est-ce que c'est, par exemple, je sais pas moi, un couple est dans l'auto, écoute le podcast sur la non-monogamie éthique, puis tout d'un coup, ben, euh, ils veulent justement peut-être vraiment ouvrir le sujet avec une curiosité là, Mmh. authentique, d'établir est-ce que c'est pour nous ou non. Euh, mais tu sais, j'ai le goût de dire, la non-monogamie, c'est pas non plus c'est pas supérieur à la monogamie. C'est pas Ben non. soldé, il n'y a pas de chose qui est mieux ou moins bonne en tant que telle. C'est deux modèles relationnels, deux possibilités. Mais par contre, comme toute chose, c'est de s'interroger, de se donner l'opportunité de s'interroger sur est-ce que peut-être c'est fait pour moi? Est-ce que je serais plus confortable là-dedans? Est-ce que ça serait mieux? Un des conseils que je peux donner, c'est vraiment, c'est un conseil qu'on donne constamment en rencontre, là, mais tu sais, d'écouter pour comprendre, non pas écouter pour répondre. Mmh. Donc, vraiment d'essayer de comprendre l'autre dans ses intentions, dans ce que l'autre personne recherche de ça. Euh, on va plus facilement s'arrimer à ce que l'autre personne vit. Puis on va probablement être beaucoup plus dans la bienveillance que si, par exemple, on est focus sur ce que ça peut potentiellement déclencher de sentiments difficiles, par exemple. Mmh. J'aurais envie de dire aussi, tu sais, de nommer à l'autre, disons qu'on est la personne qui amène le sujet, de nommer à l'autre qu'on continue d'être amoureux d'eux ou qu'on Mhm. continue de le désirer. Je pense que des fois, d'entendre ça, ça peut être rassurant. Tu sais, parce que je veux dire, on est quand même en train d'annoncer à l'autre personne qu'on a envie d'autre chose Oui. que de cette personne-là. Et ben, l'être humain étant ce qu'il est, je veux dire, la seconde qu'on reçoit un «je veux autre chose que toi», le message qu'on entend, c'est «donc tu ne veux plus de moi». Mhm. Alors que c'est très souvent pas ça. Tu sais, je veux Non, dire, absolument. donc d'aller rassurer cette personne-là, puis Mhm. d'essayer aussi d'être dans l'empathie de OK, mais nous, on a un besoin qu'on essaie d'exprimer, mais clairement, on l'a nommé tantôt, cette personne-là,
elle n'a pas eu la même préparation, là, elle n'est pas à la même place que nous et ça peut être très insécurisant, cette conversation-là pour notre partenaire. Donc, d'aller offrir un certain soutien, ça peut vraiment, vraiment être aidant. Oui, absolument. Je pense aussi, ben, c'est sûr que même dans la non-monogamie éthique, ça reste qu'il y a toujours un peu cette importance-là, dans le polyamour notamment, de se sentir spécial. Mmh. Toutes les personnes en relation ont besoin de sentir qu'on est spécial pour l'autre personne. Vrai. Même souvent, tu sais, on entend l'expression couple privilege dans le polyamour, mais c'est par exemple, mais tel type de sortie est réservé au couple. Ou, tu sais, tel type de série, par exemple, ben, t'as pas le droit d'écouter avec les autres personnes. C'est juste nous autres, tu sais. Euh, Tout ça, ultimement, pour justement cultiver ce sentiment-là de peu importe si. Parce que c'est sûr que dans la monogamie, je pense, on a un peu cette croyance-là que l'exclusivité nous apporte ce confort-là, que la personne, tu sais, tu manges juste la même affaire, fait que tu sais, tu peux pas avoir d'autres préférés, tu sais. Mmh. La réalité, c'est que non, tu sais, la monogamie, si on regarde par exemple le taux de séparation, de divorce, tu sais, on comprend que la monogamie non plus ne nous protège pas Non, de cette situation-là. absolument pas. Mais c'est sûr qu'effectivement, tu sais, dans ce discours, cette discussion-là, en fait, autour de la non-monogamie, de dire comme, OK, mettons, tu vas aller voir ailleurs, mais tu sais, qu'est-ce que moi je représente pour toi et tout? Qu'est-ce que notre relation représente pour toi? Ça peut être effectivement une base dans laquelle on peut affirmer certains sentiments qui permettent ultimement de se sentir en sécurité. Le sentiment de se sentir en sécurité est important dans la monogamie comme dans la non-monogamie. Mmh. Puis on fait quoi si on a ce réel besoin-là, tu sais, d'ouvrir notre couple, par exemple, puis qu'on est confronté à un partenaire qui est fermé complètement? Hem, c'est difficile, Mmh. assurément, tu sais, puis il faut comprendre aussi qu'il y a vraiment une tonne de motivation, tu sais, à l'ouverture d'un couple. Mais donc, par exemple, tu sais, c'est pas une personne est dans une orientation sexuelle, finalement, la personne se rend compte qu'elle est dans un couple hétéro, puis finalement, elle se rend compte qu'elle a de l'attirance pour d'autres types de personnes. Mais c'est sûr que ça peut être très difficile parce qu'on a vraiment l'impression qu'on peut pas vivre en alignement avec nous-mêmes. Puis Mmh. ça, en tant que tel, ça cause une souffrance. C'est sûr que on est confronté à ce moment-là à ben je prends soin de moi ou je prends soin des sentiments de l'autre personne. Puis là, il y a une espèce de négociation qui se fait probablement à l'intérieur de comme ben là, je pousse dessus ou tu sais. Euh, c'est sûr que je pense que certaines de ces réalisations-là peuvent probablement amener à des ruptures, là. Mmh. Mais comme n'importe quoi, c'est de voir à quel point tu sais, c'est un point d'incompatibilité irrésolvable. Puis si c'est le cas, ben, effectivement, là, peut-être que tu sais, il peut y avoir un changement au niveau du couple, une rupture par Ouais. exemple. Euh, mais encore là, c'est ça, il faut rester focus sur le fait que ils vivent aussi, par exemple, dans un couple monogame exclusif, quand on est constamment déchiré de vouloir vivre autre chose. À un moment donné, il faut se poser la question, Mmh. est-ce que c'est la meilleure chose de rester dans la monogamie juste pour faire plaisir à sa partenaire? Ouais. Puis, tu sais, j'ai le goût de faire le penchant inverse, puis de dire, ben, c'est justement ton partenaire t'apporte cette idée-là de vouloir ouvrir le couple, puis tu pas ouvert à ça, de ne pas plier. Tu sais, si Mhm, absolument. vraiment parce que, bon, en bout de ligne, on va se blesser très clairement, Mhm, mais je l'ai vu, tu sais, des gens qui ont fait comme: «Ah OK, ben, on va l'essayer complètement à contre-cœur». oui. Puis ça crée des situations qui peuvent être très difficiles, ça des blessures desquelles il peut être difficile de s'en remettre après. Oui, absolument. Fait que c'est ça. Je pense que le principal reste toujours, posons-nous la question vraiment, savoir, c'est une possibilité. Est-ce que cette possibilité-là est pour moi? Non. Bon, ben c'est correct, mais au moins d'avoir fait le travail, un peu là, d'explorer, d'avoir eu la curiosité de se poser la Mmh. question vraiment de façon sincère. Je pense que c'est vraiment là le point important. Mais après ça, effectivement, si la réponse reste c'est pas pour moi, ben c'est pas pour toi, tu sais. Mmh. On voit aussi là, dans certaines circonstances une configuration monopolie.
beaucoup de gens font des jeux de mots sur le jeu de société, là. Clairement. D'ailleurs, les polyamoureux là, ont une tendance très drôle à juste comme tout nommer poly quelque chose. Là, tu sais, ils font du poly karaoké, ils vont au polybar, ils ont toutes sortes de. Bref. Ouais. Mais il peut y avoir la confiance Monopoly où il y a une personne qui, pour elle, elle n'a pas ce besoin-là d'aller voir d'autres personnes, euh, mais que cette personne est avec un ou une partenaire qui a un besoin justement d'explorer au niveau des relations. Donc, c'est tout à fait possible d'avoir une configuration de ce type-là. Donc, c'est vraiment si c'est pas pour toi d'aller voir d'autres personnes, est-ce que ça peut être pour toi de permettre à ta partenaire de pouvoir vivre ce modèle relationnel-là? Si oui, ben tant mieux, tu sais, ça peut se faire tout à fait. Mhm. Puis bon, dans un monde idéal, on voudrait que cette personne-là soit heureuse, en fait, de l'épanouissement de sa partenaire. Tu sais. Oui, puis ben, ça nous amène au mot compersion, là. Mhm. Dans le fond, c'est un terme qui est un peu, qui se veut un peu l'opposé du mot jalousie. Donc, en réalité, à place d'avoir des sentiments difficiles par rapport au fait qu'une partenaire va vivre quelque chose à l'extérieur du couple, c'est d'avoir un sentiment de joie, d'être vraiment content pour l'autre personne, qu'elle puisse avoir ces opportunités-là, de connecter à ce que ça lui donne de positif. Donc, c'est je pense qu'il y a potentiellement un piège dans, justement, tu sais, dans comme tout modèle relationnel, à un moment donné, bon, ben, il y a une tendance à se dire, ben, il y a une bonne façon de faire la chose. Puis bon, une bonne façon d'être polyamoureux, par exemple, c'est de ne pas avoir de jalousie puis d'avoir plein de compersion. Et là, les gens se mettent une pression énorme sur devoir performer, de comme pas Mhm. être jaloux, d'avoir plein de compersion. C'est sûr que ça peut être intéressant d'essayer de cultiver, par exemple, la compersion, de comprendre comment est-ce qu'on pourrait en avoir plus puis la développer. De la même façon qu'on peut avoir une curiosité sur, OK, mais la jalousie ou les insécurités, c'est quoi les contextes qui la provoquent le plus. Fait que ça reste vraiment une idée de comme euh, choisir le modèle relationnel dans lequel Mhm. on va se sentir optimalement le mieux pour tout le monde. Ouais, ça fait beaucoup de sens. Puis je veux dire, ça devrait être ça dans n'importe quel type de Oui, relation. en effet. Non monogamie ou pas. Ouais. Mais c'est vraiment intéressant, tu sais, puis j'ai envie de dire aux gens, tu sais, qui potentiellement, ça leur trotte dans la tête ou quoi que ce soit, tu sais, il y a tout n'est pas noir ou blanc, tu sais, dans la vie. Je veux dire, il y a des entre-deux qui existent. Je pense que tout revient, en fait, au c'est quoi les motivations, c'est quoi les Mhm. besoins derrière, tu sais, parce que, je veux dire, il y a certaines personnes pour qui, des fois, ça peut juste être un certain besoin de avoir une certaine liberté, tu sais, de Mhm. pouvoir, ben, si je sors un soir avec des amis, puis que j'ai envie de flirter avec la personne que je croise au bar, puis bon, de peut-être frencher un peu, tu sais. Mais peut-être que pour certaines personnes, ça peut être suffisant, tu sais. Puis, fait que des fois, tu sais, faut pas faut pas nécessairement prendre cette discussion-là de vouloir ouvrir son couple comme étant bon, ma partenaire Mhm. va partir avec quelqu'un d'autre, va développer une autre relation amoureuse, va comme des fois, ça peut aussi être il y a comme un très large spectre de ce que ça peut être, la non-monogamie. Oui, exact. Tout dépend, comme on disait tantôt, de quelle est notre définition de la monogamie, quelle est notre puis après ça, c'est partir de là pour définir le reste, là. Oui, puis dans le fond, par rapport à, tu sais, quelque chose que moi j'ai déjà aussi rencontré là, en clinique, pour certaines personnes, cette liberté-là dont tu parlais, tu sais, euh, résonne à quelque chose qui est tu sais, fondamental, existentiel. Tu sais, Mmh. cette possibilité-là de pouvoir profiter de la vie, de pouvoir saisir les opportunités, c'est en soi quelque chose qui peut effectivement être important, sans pour autant tu sais, avoir à agir sur cette liberté-là nécessairement là, la semaine prochaine. Beaucoup de personnes vont aussi aborder le modèle relationnel sans avoir une idée précise en tête. Ils vont simplement tu sais, comme se donner la liberté d'avoir ces possibles-là. Mais tu Mmh. sais, peut-être ça arrivera jamais aussi. Ouais. Des fois, juste d'avoir la liberté de pouvoir en parler, en fait, de contempler cette possibilité-là comme étant ça peut déjà être une bonne première étape pour certaines personnes. Oui, puis ben, j'ai le goût de dire aussi, en fait, pour n'importe quel couple, de ne pas prendre l'autre pour acquis.
c'est pas nécessairement mauvais, tu sais, Mmh. de ne pas s'appuyer sur le fait qu'il y a une exclusivité pour dire comme, ben écoute, de toute façon, je peux traiter, moi, ma partenaire n'importe comment parce qu'anyway, elle est pognée avec moi, tu sais. Fait que cette idée-là de dire comme, hey, la personne, par exemple, elle peut aller voir d'autres personnes, mais elle continue de constamment me rechoisir parce que je Mmh. suis la personne qu'elle veut. Ben, ça peut aussi amener, en fait, justement, tu sais, on a cette peut-être mauvaise conception-là de, ben, il y a beaucoup plus de sécurité dans un couple, sécurité, mettons, émotive, là, Mmh. au niveau de l'attachement, dans un couple monogame. Beaucoup de personnes, en fait, ont exprimé vivre beaucoup plus de sécurité dans un couple qui est dans la non-monogamie, justement parce que la personne aurait le choix de comme Mmh. aller voir ailleurs Ouais. constamment, puis de faire sa vie avec d'autres personnes, mais elle choisit d'être avec moi, par exemple. Mais c'est quand même, je veux dire, tu sais, la personne dans la monogamie n'a pas cet avantage-là, je dirais, parce qu'elle est tout le temps un peu avec l'idée que, bon, mettons qu'à un moment donné, ça fait plus son affaire, elle pourrait décider de, Mmh. tu sais, sauter la clôture puis aller voir ailleurs quand même. Tu sais. Ouais, ouais. Cette espèce d'insécurité-là, en fait, qu'on peut avoir de toutes les fois que notre relation va, semi moins bien ou que le partenaire fait de l'overtime ou que, tu sais, Mm. on parlait de personnalité anxieuse tantôt, là, mais il y a toujours des fois Exact. cette comme tu dis, cette insécurité-là de dire que, OK, ben, à n'importe quel moment, je peux perdre mon partenaire, tu sais. Oui, exact. Puis de savoir que justement, il y aurait possibilité puis que la personne ne le fait pas. Mais en fait aussi, c'est comme tu nommes, je pense, s'il y a une forme d'anxiété, ben toutes les zones d'ombre peuvent être inquiétantes. Tu sais. Mmh. Alors que dans la non-monogamie, typiquement, il y a beaucoup de transparence. Là. Ça fait vraiment partie des bases là, de ce modèle relationnel-là. Donc, communication, authenticité, transparence, bienveillance. C'est sûr que ça amène aussi à une certaine qualité de savoir-être en relation qui fait en sorte que ça devient plus facile de construire des relations qui sont peut-être plus facilement sécures. Mmh. J'ai le goût de dire, il faut aussi une excellente capacité d'introspection, tu sais, d'être in touch avec ses émotions, de bien se comprendre, de bien se saisir, d'être capable d'exprimer aussi tout ça. Fait que ça vient avec son lot de compétences relationnelles, en fait. Oui, ben, si on les a pas au moins, c'est une Mmh. belle façon de les pratiquer, Ouais. mais assurément ça aide là, tout à fait de pouvoir, identifier ses émotions, puis de pouvoir, bien les communiquer, être capable de justement, heu, verbaliser les challenges puis, les solutions. C'est assurément des outils là, utiles. C'est sûr que, tu sais, il existe toutes sortes de personnes dans la monogamie, tu sais, donc il y a des personnes effectivement qui vont avoir moins d'habileté de ce côté-là. Mmh. Ça peut rendre leur parcours effectivement plus difficile, mais bon, il y a aussi, tu sais, la lecture, puis il y a aussi des personnes, des sexologues disponibles, par exemple, Bah, oui. pour appuyer le parcours, là, pour pas, c'est pas parce qu'on n'est pas tant bon là-dedans qu'on est condamné à juste comme trouver ça rochant, là, tu sais, on Non, peut, c'est ça. Puis tu sais, faudrait pas non plus penser que parce que quelqu'un est dans le monde de la monogamie, c'est une personne qui est exceptionnelle et qui sait bien s'exprimer. Je veux dire, des relations malsaines, ça existe dans la Mmh. monogamie et dans la non-monogamie. Je pense que ça, c'est important de le nommer. Il faut quand même être attentif, attentive aux différents red flags, je veux dire, à Mmh. ces choses-là, là. Oui, tout à fait, puis, ben, ça m'a fait penser ce que tu viens de dire à un élément aussi qu'on rencontre dans la non-monogamie qui est le phénomène de comparaison. Mmh. Puis ce phénomène-là peut être, tu sais, peut être le fun, comme qui peut être pas le fun, j'ai le goût de dire. Tu sais, mais dans l'aspect positif aussi, tu sais, il y a des fois où on se rend pas compte dans une relation qu'il y a certaines affaires qui nous rendent inconfortables, mais en ayant, la possibilité de s'exposer à quelque chose de différent, là, on peut des fois plus s'en rendre compte. Faire comme: Mmh. «Hey», tu sais, comme, je sais pas moi, par exemple, on est en relation avec une personne qui est moins touchy, qui est moins dans le toucher, puis que là, on bâtit une relation avec une autre personne qui, elle, c'est vraiment comme quelque chose qui est très naturel pour elle. Puis là, on se rend compte: «Hey, j'aime ça, vraiment être touché constamment ou bien d'avoir une proximité physique, vraiment dans le toucher». Donc, c'est aussi, un peu comme tu nommais, tu sais, c'est, d'avoir la conversation qui est peut-être difficile des fois par rapport à certains éléments de la relation, mais ça peut être des belles opportunités par contre de peaufiner la relation, Mmh. mettons, d'origine. Heu, puis c'est ça, c'est vraiment une belle façon d'en apprendre sur soi, en fait. Parce que c'est sûr que si on est avec la même personne pendant 15 ans, on va assurément apprendre plein de choses sur soi. Je veux dire, surtout si, mettons,
par exemple, on a décidé d'aller dans la direction de la famille, tout ça, ben, tu sais, ça vient avec son lot de challenge que là, évidemment, en tant que personne, tu finis par apprendre comment passer à travers tout ça. Mais c'est sûr que ça vient aussi de la non-monogamie avec l'idée que tu vas être avec plein de personnes avec des bagages différents, avec des perspectives différentes, avec des valeurs qui sont peut-être pas nécessairement exactement les tiennes. Donc, c'est vraiment des opportunités de s'explorer aussi soi-même, d'avoir l'opportunité de connecter avec autant de personnes. Oui. C'est chose qu'on entend souvent, en fait, des personnes qui sont davantage monogames, mais au fil des différentes relations, je veux dire, entre les différentes C'est ça. relations, au fil des ruptures, au fil de... À chaque fois, la personne fait comme, ah, il me semble que j'ai évolué, j'ai appris des choses sur moi. Mais c'est ça que ça fait, des nouvelles relations dans la vie, Exact. tu sais. Des fois, ça nous apprend des affaires qu'on veut plus vivre. Oui, oui, c'est pas toujours positif, là, on s'entend. Exact. Oui, absolument. Fait que c'est intéressant. Tu sais, je pense que ce qu'il faut retenir de la conversation qu'on a aujourd'hui, c'est pas, je veux dire, notre point, c'est pas de vous vendre la non-monogamie éthique puis de dire tout le monde, soyons non-monogames. Je pense que c'est vraiment pas ça. On est vraiment juste dans le respect des différentes configurations relationnelles, pardon, qui existent, puis de se dire que, en fait, tout est valide tant aussi longtemps que c'est fait dans le plaisir, dans le consentement, puis que tout le monde est bien puis s'épanouit à travers sa relation. C'est ce qui compte, en fait. Oui, absolument. Mais j'ajouterais là, par rapport à ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord. Puis un peu, des fois, de la façon dont je l'apporte, c'est qu'on a souvent un peu aussi peut-être cette idée-là que dans le consentement, tu sais, on parle d'éthique et tout ça, que tu sais, ça doit absolument être confortable. Parce que tu sais, on dit un oui, c'est un oui enthousiaste. Ah, l'enthousiasme. Mais c'est ça, je pense qu'il y a un petit piège là, de Ouais. compréhension de dire c'est correct aussi de donner un oui qui est tout à fait valide dans une situation où est-ce qu'on n'est pas 100% confortable. Mais si on est conscient de, tu sais, tout est exposé, il n'y a rien qui est caché et tout ça, puis on décide, puis tu sais, moi je fais souvent un parallèle par exemple avec le BDSM. Pour les personnes par exemple qui explorent certaines pratiques, ça peut être un oui complètement valide, mais de faire comme, écoute, je sais pas. Ce que tu vas me faire, là, je sais pas comment je vais réagir, ce que ça va déclencher en moi, mais c'est un oui qui est complètement valide. Donc, tout à fait, tu sais, c'est l'idéal, c'est que ça soit dans l'authenticité, la transparence, le plaisir de justement se donner ces opportunités-là, d'explorer au-delà de la monogamie. Mais c'est ça, c'est d'y aller avec aussi cette idée-là que on prend soin au mieux, mais des fois, il arrive des situations où on se rend compte que ça accroche, ça fait mal. Oui, j'apprécie tellement ce que tu as rajouté par rapport au consentement, définitivement, parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, puis je pense qu'il est important de déconstruire. Un oui n'a pas toujours besoin d'être je saute sur le lit, les bras ça. dans les airs, oui, ça me tente. Je veux dire, des fois, c'est oui, mais je suis pas sûre. Mais oui, C'est ça. mais je suis pas sûre. Si moi, il y a peut-être des fruits de mer que j'ai pas encore goûté, je me ferais présenter ça, je serais comme, écoute, on va Exact. l'essayer. Peut-être que ça va être la meilleure affaire. Ça va être mon nouveau repas préféré. Mais peut-être pas non plus. Peut-être que je vais faire comme, non, ça sera plus pour moi. C'est ça. Quand on n'a jamais vécu quelque chose, c'est vraiment difficile d'être à 100% certain de ce qu'on fait. Exact. Puis je pense que c'est aussi là, quelque chose peut-être que j'aimerais qu'on retienne à la fin du podcast, de dire, c'est sûr que la non-monogamie vient avec l'idée que c'est expérientiel. Donc, même si on lit tous les livres, même si on écoute tous les podcasts, le vivre, ultimement, c'est différent. C'est différent pour chaque personne. Donc, c'est vraiment de se donner ces opportunités-là, de vivre ces expériences-là. Oui, à 100%. Mais écoute, je pense que ça clôt bien le sujet. Hein? Merci, Yannick. Mais ça fait plaisir. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Évidemment, je vous invite à vous abonner au podcast et à la chaîne YouTube et à nous suivre sur Facebook et Instagram @EdSextive. Vous pouvez aussi trouver toute l'info sur EdSextive et ses services au www.edsextive.com. J'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. Au plaisir!